La pluie tambourinait sur les toits de Toulouse, transformant les rues pavées en rivières miroitantes. Léo Morel ajusta son imperméable usé et consulta une dernière fois son téléphone pour vérifier l'adresse de sa prochaine livraison. À 32 ans, il connaissait la ville comme sa poche, mais certains jours, quand le ciel décidait de déverser toute sa mélancolie sur la ville rose, même les trajets les plus familiers devenaient un défi. Son scooter de livraison garé près de la place Saint-Pierre émettait un léger ronronnement, seul compagnon de ses longues journées de travail. Les passants pressés se bousculaient sous leur parapluie, créant une chorégraphie chaotique de tissus sombres et de pas précipités. Léo observait ce ballet quotidien avec un regard distant, celui d'un homme habitué à être spectateur de la vie des autres. Dans son petit studio du quartier Saint-Cyprien, les photos jaunies de ses parents décédés étaient les seuls témoins de son passé. Il menait une existence simple, presque monastique, rythmée par les livraisons et les quelques mots échangés avec les clients. Ses collègues le décrivaient comme le silencieux, celui qui ne participait jamais aux conversations animées de la salle de pause, mais dont la gentillesse transparaissait dans chaque geste. Ce matin-là, en préparant son circuit de livraison, il avait remarqué une commande destinée au bureau de Laurent Industries. Le nom résonnait comme celui d'une autre galaxie, un monde de gratte-ciel étincelant et de réunions importantes auxquelles il n'appartiendrait jamais. Il savait, comme tout le monde à Toulouse, que l'entreprise était dirigée par Élise Laurent, une femme dont le visage apparaissait parfois dans les journaux économiques, mais qui restait aussi mystérieuse que le building de verre qui abritait son empire. Léo remonta sur son scooter, le col relevé contre la bruine persistante. Les gouttes de pluie glissaient sur son casque tandis qu'il se faufilait entre les voitures, son esprit déjà focalisé sur les 6 livraisons qui l'attendaient encore. C'était une journée comme les autres, pensait-il, une journée ordinaire dans une vie ordinaire. Il était loin d'imaginer que le destin, tapi dans l'ombre d'une ruelle près de la place Saint-Pierre, s'apprêtait à bouleverser le cours tranquille de son existence. Car parfois, c'est dans les moments les plus banals que la vie décide de nous surprendre, transformant un simple livreur en héros malgré lui. Les nuages s'assombrissaient au-dessus de Toulouse, comme si le ciel lui-même pressentait que cette journée ne serait pas comme les autres. Et tandis que Léo s'engageait dans une rue étroite du centre historique, le destin préparait déjà sa rencontre avec un petit garçon perdu, un enfant dont l'identité allait changer sa vie pour toujours. La place Saint-Pierre s'étendait devant Léo comme une toile impressionniste, les couleurs de la ville diluées par la pluie incessante. Il venait de terminer une livraison dans une boutique adjacente quand son regard fut attiré par une silhouette inhabituelle près de la fontaine centrale. Un petit garçon, qui ne devait pas avoir plus de 8 ans, se tenait seul sous la pluie battante. Vêtu d'un uniforme scolaire haut de gamme trempé, il serrait contre sa poitrine un cartable dont le cuir luisant trahissait son prix. Ses yeux grands et effrayés scrutaient frénétiquement les alentours, tandis que ses lèvres tremblantes murmuraient des mots inaudibles. Léo sentit son cœur se serrer. L'image de cet enfant perdu réveillait en lui des souvenirs douloureux de sa propre enfance, des moments de solitude et de peur qu'il avait enfouis au plus profond de sa mémoire. Sans réfléchir, il gara son scooter et s'approcha doucement du garçon. « Salut, petit. Tu es perdu ?» demanda-t-il d'une voix douce, en s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. L'enfant sursauta légèrement avant de lever les yeux vers lui. « Je ne retrouve plus mon chauffeur. » balbutia-t-il. Il devait me chercher à la sortie de l'école, mais il n'était pas là, et j'ai voulu rentrer tout seul. Mais je m'appelle Léo, se présenta-t-il en sortant son parapluie pour abriter le garçon. Et toi? Lucas, répondit l'enfant, semblant se détendre légèrement sous le parapluie protecteur. Quelque chose dans la façon dont Lucas se tenait, dans l'élégance naturelle de ses gestes malgré sa détresse, suggérait qu'il venait d'un milieu privilégié. Ses chaussures italiennes et son cartable de marque en étaient des indices évidents, mais c'était surtout cette assurance subtile, même dans la peur, qui trahissait son éducation. « Tu te souviens de l'adresse de ta maison ?» demanda Léo, tout en observant les alentours, espérant apercevoir un adulte à la recherche d'un enfant. Lucas secoua la tête. «
des larmes commençant à perler au coin de ses yeux. C'est dans les Carmes, mais je ne sais plus exactement où. Un bruit de klaxon strident déchira soudain l'air humide. Léo leva les yeux pour voir une voiture qui dérapait sur les pavés mouillés, fonçant droit vers eux. Sans hésiter une seconde, il poussa Lucas en arrière et se jeta devant lui. La voiture passa à quelques centimètres, éclaboussant violemment le trottoir. Dans son mouvement protecteur, Léo glissa sur les pavés humides et heurta violemment le bord du trottoir. Une douleur fulgurante traversa son bras gauche, mais son premier réflexe fut de se tourner vers Lucas. « Tu n'as rien ?» demanda-t-il, ignorant sa propre douleur. Le garçon, les yeux écarquillés par la peur, secoua la tête. « Non, mais... votre bras... » Léo baissa les yeux sur son bras gauche et grimaça. Une entaille profonde saignait abondamment, et la position étrange de son poignet ne présageait rien de bon. Déjà, une petite foule commençait à se former autour d'eux, et quelqu'un criait qu'une ambulance était en route. À travers le brouillard de la douleur, Léo entendit Lucas sortir un téléphone de son cartable. « Je dois appeler maman », dit-il d'une voix tremblante. « Elle va s'inquiéter. » Ce fut le dernier son que Léo entendit clairement avant que le monde ne commence à tourner autour de lui. Alors qu'il sombrait dans une semi-conscience, il était loin d'imaginer que ce simple acte de bravoure allait bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Les néons de l'hôpital Purpan clignotaient doucement au-dessus de la tête de Léo lorsqu'il reprit conscience. La douleur dans son bras s'était transformée en un battement sourd, atténué par ce qu'il devinait être des antidouleurs. À travers ses paupières mi-closes, il distingua une silhouette élancée qui faisait les 100 pas dans sa chambre. « Il se réveille », murmura une voix féminine, au timbre à la fois doux et autoritaire. Léo ouvrit complètement les yeux et découvrit une femme d'une élégance saisissante. Grande, vêtue d'un tailleur gris perle impeccable, elle dégageait une aura de puissance contenue. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon strict, mais quelques mèches rebelles s'en échappaient, donnant à son visage une touche d'humanité inattendue. « Monsieur Morel, dit-elle en s'approchant du lit, je suis Élise Laurent. » Le nom mit quelques secondes à faire son chemin dans l'esprit embrumé de Léo. Élise Laurent, la CEO de Laurent Industries. La femme dont il livrait régulièrement les colis sans jamais l'avoir rencontrée. « Lucas, commença-t-il, sa voix rauque d'inquiétude. « Mon fils va bien, grâce à vous, répondit-elle, et pour la première fois, son masque de contrôle se fissura légèrement. Il n'a pas une égratignure. Le médecin dit qu'il est en parfaite santé, juste un peu secoué par l'événement. » Léo remarqua alors le petit Lucas, assis sagement dans un fauteuil au coin de la chambre, son cartable toujours serré contre lui. L'enfant lui fit un petit signe de la main, un sourire timide aux lèvres. « Son chauffeur habituel a eu un accident de voiture ce matin, » expliqua Élise, ses doigts jouant nerveusement avec le bracelet à son poignet. Le remplaçant s'est trompé d'école, une série de malentendus qui auraient pu... Sa voix se brisa légèrement avant qu'elle ne se reprenne. Qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques sans votre intervention. N'importe qui aurait fait la même chose, murmura Léo, mal à l'aise face à cette attention. Non, coupa Élise avec une certitude absolue. N'importe qui aurait appelé la police ou, au mieux, attendu que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Vous avez risqué votre vie pour sauver mon fils. Elle s'approcha de la fenêtre, observant la ville qui s'étendait sous la pluie persistante. Le médecin dit que vous avez une fracture du poignet et plusieurs lacérations profondes. Vous ne pourrez pas travailler pendant au moins 6 semaines. Le cœur de Léo se serra. 6 semaines sans travail signifiait 6 semaines sans salaire. Son petit studio, ses factures, ses maigres économies. Ne vous inquiétez pas pour cela, continua Élise, comme si elle lisait dans ses pensées. Laurent Industries prendra en charge tous vos frais médicaux et votre salaire pendant votre convalescence. C'est le minimum que nous puissions faire. Ce n'est pas nécessaire, Si, ça l'est, l'interrompit-elle, se tournant vers lui avec une intensité qui le fit taire. Et ce n'est pas négociable. Un silence s'installa dans la chambre, uniquement perturbé par le bip régulier des machines. Léo observa cette femme qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules avec une grâce infinie. Derrière son apparence parfaitement maîtrisée, il devinait une fêlure, une vulnérabilité soigneusement dissimulée. « Maman !»
appela doucement Lucas. Est-ce que Léo pourra venir dîner à la maison quand il ira mieux? Élise sembla surprise par la question, puis un sourire presque imperceptible adoucit ses traits. Bien sûr, si Monsieur Morel le souhaite. Léo, corrigea-t-il spontanément. Appelez-moi Léo. Leurs regards se croisèrent, et pendant un bref instant, les barrières sociales qui les séparaient semblèrent s'estomper. Ce fut un moment fugace, mais Léo sentit que quelque chose d'important venait de se produire, comme si une porte invisible s'était entr'ouverte sur un monde de possibilités qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Une semaine s'était écoulée depuis l'accident. Léo, installé dans son petit studio de Saint-Cyprien, contemplait la pile de livres que Lucas lui avait fait livrer. « Pour que tu ne t'ennuies pas pendant que tu guéris », disait la note manuscrite maladroite qui les accompagnait. Le geste l'avait profondément touché. Son téléphone vibra sur la table basse. Un message d'Élise Laurent. « Lucas insiste pour savoir si vous vous sentez assez bien pour dîner chez nous ce soir. Notre chef prépare des lasagnes, apparemment ses préférées. Bien sûr, si c'est trop tôt. » Léo fixa l'écran, son pouce hésitant au-dessus du clavier. La formalité du message ne masquait pas complètement une certaine nervosité sous-jacente. Après plusieurs tentatives, il répondit simplement « Je serai ravi de venir, merci de l'invitation ». Quelques heures plus tard, un chauffeur en costume sombre sonnait à sa porte. Léo, vêtu de sa meilleure chemise, la seule qu'il avait pu enfiler par-dessus son plâtre, se sentait terriblement déplacé dans la Mercedes rutilante qui l'emmenait vers les Carmes. La demeure des Laurent était exactement comme il l'avait imaginé, une magnifique bâtisse toulousaine du XVIIIe siècle, dont la façade en briques roses s'élevait majestueusement derrière une grille en fer forgé. Le jardin, parfaitement entretenu, embaumait la lavande et le jasmin. « Léo !» La voix enthousiaste de Lucas brisa le charme intimidant des lieux. Le garçon descendait les marches du perron en courant, suivi par sa mère, qui tentait en vain de le retenir. « Lucas, doucement !» rappela Élise, mais son ton était plus amusé qu'autoritaire. Elle portait une robe simple mais élégante, ses cheveux libres cascadant sur ses épaules. Cette version plus décontractée d'elle-même la rendait étrangement plus accessible. « Je veux te montrer ma collection de voitures miniatures », annonça Lucas en saisissant la main valide de Léo. Après le dîner, tempéra Élise. « Monsieur Mo, Léo doit d'abord se reposer un peu. » Le salon où ils s'installèrent était un mélange harmonieux d'ancien et de moderne. Des tableaux contemporains côtoyaient des moulures d'époque, et les canapés en cuir profond invitaient à la détente. Sur la cheminée en marbre, Léo remarqua une photo encadrée. Élise, Lucas et un homme au sourire chaleureux qu'il devina être le défunt Marie Laurent. « Comment va votre bras ?» demanda Élise en servant 2 verres de vin rouge. « Mieux », répondit Léo. « Les médecins sont optimistes. Papa aussi s'était cassé le bras une fois, » intervint Lucas. Il disait que ça faisait de lui un pirate. Un silence ému suivit cette déclaration. Élise posa une main tendre sur l'épaule de son fils, et Léo put voir dans ce geste tout l'amour et la protection qu'elle lui portait. « Votre mari, » commença-t-il doucement. « Thomas, » compléta-t-elle. « Il est parti il y a 3 ans. Un accident d'avion. » Elle but une gorgée de vin avant d'ajouter « Il aurait aimé votre geste, protéger Lucas. » C'était exactement le genre d'homme qu'il était. Le dîner fut servi dans une salle à manger aux proportions généreuses. Les lasagnes étaient effectivement délicieuses, et l'atmosphère se détendit progressivement. Lucas monopolisait la conversation, racontant ses aventures à l'école, ses projets de devenir astronaute ou vétérinaire. Il n'avait pas encore décidé. Léo observait la complicité entre la mère et le fils, leur façon de communiquer par petits regards et sourires complices. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans leur relation, une vulnérabilité partagée qui les rendait plus humains que l'image publique des Laurent ne le laissait supposer. « Et vous, Léo ?» demanda Élise, alors que le dessert était servi. « Avez-vous toujours voulu être livreur ?» La question aurait pu être condescendante, mais son ton était empreint d'une curiosité sincère. « Non, » admit-il, « j'ai fait des études d'architecture. Mais quand mes parents sont décédés, j'ai dû abandonner pour trouver du travail rapidement. Les dettes, vous savez. » Il s'arrêta,
conscient d'avoir peut-être trop parlé. Mais Élise le regardait avec une intensité nouvelle, comme si elle découvrait une autre facette de lui. « L'architecture, murmura-t-elle. Nous avons justement un projet de rénovation pour notre nouvelle aile de recherche. » La soirée s'acheva sur cette note suspendue, pleine de possibilités inexplorées. Alors que le chauffeur le ramenait chez lui, Léo repensait au regard d'Élise, à l'innocence de Lucas, à cette maison qui respirait à la fois le luxe et une étrange solitude. Il réalisa que cette soirée avait changé quelque chose, même s'il n'aurait su dire exactement quoi. Les jours qui suivirent le dîner prirent une tournure inattendue. Un matin, alors que Léo s'efforçait de préparer son café d'une seule main, son téléphone sonna. C'était Marion Dubois, la directrice des ressources humaines de Laurent Industries. « Madame Laurent souhaiterait vous proposer une mission de consultation pour notre projet de rénovation », annonça-t-elle d'un ton professionnel. « Vos études en architecture pourraient nous être précieuses. Bien sûr, cela ne commencerait qu'après votre convalescence. » Léo resta silencieux un moment, son café oublié fumant sur le comptoir. « Je n'ai pas terminé mes études », finit-il par répondre. « Madame Laurent est au courant. Elle pense que votre perspective différente pourrait être un atout. » La proposition était généreuse. Trop peut-être. Léo ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était de la pitié, une façon élégante de le remercier pour avoir sauvé Lucas. Pourtant, quelque chose dans la façon dont Élise avait parlé d'architecture ce soir-là lui suggérait une sincérité plus profonde. « J'aimerais en discuter directement avec Madame Laurent, » dit-il finalement. Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « Je vais organiser cela, » répondit Marion, une note de surprise dans la voix. 2 jours plus tard, Léo se retrouva dans le bureau d'Élise Laurent, au dernier étage de la tour de verre qui abritait le siège de son entreprise. La vue sur Toulouse était à couper le souffle, la Garonne serpentant paresseusement entre les bâtiments historiques. « Vous avez des doutes ?» constata Élise sans préambule, lui faisant signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. « Je ne veux pas de faveur, » répondit-il directement, « pas par gratitude pour Lucas. » Un sourire fugace passa sur les lèvres d'Élise. « La gratitude a peut-être ouvert une porte, Léo, mais ce n'est pas elle qui vous fera rester. J'ai vu vos croquis. » « Mes croquis ?» Elle sortit d'un tiroir le carnet que Lucas lui avait emprunté pendant le dîner. Léo l'avait cherché partout, pensant l'avoir égaré. Sur les pages ouvertes, ses dessins du vieux Toulouse s'étalaient, mélangeant technique architecturale et vision artistique personnelle. « Vous avez un regard unique sur la ville, » continua Élise. « Vous voyez ce que d'autres, trop habitués aux grands projets clinquants, ont oublié. L'âme des lieux, leur histoire, leur humanité. » Elle se leva et s'approcha de la baie vitrée. Notre nouveau centre de recherche ne doit pas être qu'un autre bloc de verre et d'acier. Il doit s'intégrer dans le tissu urbain, respecter l'esprit de Toulouse. C'est ce regard que je veux. Léo feuilleta son carnet, redécouvrant ses propres dessins avec un œil nouveau. Et le fait que je n'ai pas de diplôme, vous travaillerez avec notre équipe d'architectes. Ils apporteront l'expertise technique, vous apporterez la vision. Elle se tourna vers lui. À moins que vous ne préfériez continuer les livraisons. Il y avait dans sa voix une pointe de défi qui le fit sourire malgré lui. Vous êtes toujours aussi direct ? Seulement quand je sais ce que je veux, répondit-elle, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent avec une intensité troublante. Léo baissa les yeux vers son carnet, conscient du rouge qui lui montait aux joues. « D'accord, » dit-il simplement. « J'accepte. Parfait. Vous commencerez lundi prochain. » Et Léo ? Elle hésita un instant. « Lucas serait ravi que vous veniez dîner à nouveau. Il n'arrête pas de parler de vous. » Seulement Lucas ? La question lui échappa avant qu'il puisse la retenir. Élise le regarda longuement, son visage indéchiffrable. « Le dîner est à 19h30, répondit-elle finalement, un léger sourire aux lèvres. En quittant la tour, Léo sentit que sa vie prenait un tournant qu'il n'aurait jamais osé imaginer quelques semaines plus tôt. Les murs invisibles qui séparaient leur monde commençaient peut-être à s'effriter, mais d'autres barrières, plus subtiles et plus personnelles, restaient encore à franchir. Le premier mois de Léo chez Laurent Industries fut une succession de découvertes et de défis.
Son bureau, situé au département d'architecture, offrait une vue sur les toits de Toulouse qui l'inspirait chaque matin. Ses collègues, d'abord distants, s'étaient progressivement habitués à sa présence et à ses idées peu conventionnelles. Ce matin-là, Léo présentait ses premières esquisses pour le centre de recherche. La salle de conférence était remplie d'architectes chevronnés et de cadres supérieurs. Son bras, libéré du plâtre depuis peu, était encore raide, mais il manipulait ses documents avec une assurance croissante. L'idée est d'intégrer l'histoire de Toulouse dans chaque aspect du bâtiment, expliquait-il, projetant ses croquis sur l'écran. Les briques roses traditionnelles seront réinterprétées dans un design moderne, créant un dialogue entre passé et présent. Il sentait le regard d'Élise sur lui depuis le fond de la salle. Elle assistait rarement aux réunions préliminaires, mais aujourd'hui, elle avait fait une exception. Sa présence le rendait à la fois nerveux et étrangement confiant. « C'est inhabituel », commenta Philippe Mercier, le chef du département d'architecture, en ajustant ses lunettes. « Mais je dois admettre que c'est fascinant, ces courbes ici, la façon dont elles épousent le paysage urbain. » La réunion se prolongea, les questions techniques s'enchaînant. Léo répondait avec une passion qui surprenait même les plus sceptiques. Quand la salle commença à se vider, Élise s'attarda, feuilletant les croquis éparpillés sur la table. « Vous aviez raison, » dit-elle doucement. « C'est exactement ce dont nous avions besoin. »« Merci, » répondit Léo, commençant à rassembler ses documents. Lucas a adoré les dessins préliminaires. Il dit que ça ressemble à un château du futur. Le visage d'Élise s'illumina à la mention de son fils. « Il ne parle que de vous, vous savez. Hier encore, il me demandait si vous pourriez l'aider pour son projet d'art plastique. »« Avec plaisir, » sourit Léo. « Il est Madame Laurent. » La voix de Marion Dubois interrompit leur conversation. Le conseil d'administration attend pour la vidéoconférence avec Tokyo. Élise se redressa immédiatement, son masque professionnel reprenant sa place. « Bien sûr, j'arrive. » Elle se tourna vers Léo. « Dîner ce soir ? Lucas ne me le pardonnerait pas si je ne vous invitais pas. » Seulement Lucas. La question était devenue une sorte de plaisanterie entre eux, un code qui masquait des sentiments plus profonds. « 19h30, » répondit-elle avec un léger sourire, évitant comme toujours de répondre directement. Les dîners chez les Laurent étaient devenus une habitude hebdomadaire. Lucas monopolisait souvent la conversation, mais les moments où l'enfant s'éclipsait pour jouer ou faire ses devoirs créaient un espace différent, plus intime, entre Léo et Élise. Ce soir-là, après que Lucas fut monté se coucher, ils se retrouvèrent sur la terrasse. L'air était doux, parfumé par les jasmins qui grimpaient sur la pergola. « Comment faites-vous » demanda soudain Élise, faisant tourner distraitement son verre de vin. « Comment je fais quoi pour être si naturel ?» Avec Lucas, avec les architectes, avec moi. Vous passez d'un monde à l'autre comme si les barrières n'existaient pas. Léo réfléchit un moment. Peut-être parce que je n'ai plus rien à perdre. Quand on a tout perdu une fois, les conventions sociales semblent moins importantes. Élise le regarda longuement. « J'aimerais avoir ce courage, » murmura-t-elle. « Mais j'ai tellement à protéger. Lucas, l'entreprise, la mémoire de Thomas. » La protection n'exclut pas le bonheur, Élise. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom sans y être invité. Le silence qui suivit était chargé d'émotions non dites. « Je devrais y aller, » dit-il finalement, se levant. « Il se fait tard. » Élise l'accompagna jusqu'à la porte, leurs pas résonnant dans la maison endormie. Sur le perron, elle hésita, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais le moment passa, et Léo partit dans la nuit, portant avec lui le poids des mots non prononcés et des sentiments inavoués. Dans sa voiture, le chauffeur habituel le regardait dans le rétroviseur avec une expression compatissante. Il avait été le chauffeur de Thomas Laurent, et il reconnaissait les signes. Les murs commençaient peut-être à se fissurer, mais certaines barrières étaient plus difficiles à abattre que d'autres. Le projet du centre de recherche avançait rapidement et avec lui, la réputation de Léo grandissait au sein de Laurent Industries. Un matin d'automne, alors qu'il travaillait sur les derniers détails de la façade, Philippe Mercier frappa à la porte de son bureau. Le musée des Augustins organise une exposition sur l'évolution architecturale de Toulouse, annonça-t-il.
Ils ont vu vos croquis du projet et souhaitent les exposer, ainsi que vos dessins personnels du vieux Toulouse. Léo leva les yeux de son ordinateur, surpris. Mes dessins personnels ? Apparemment, Madame Laurent leur a montré votre carnet. Ils sont impressionnés par votre vision de la ville. Cette nouvelle déclencha en Léo un mélange d'émotions contradictoires. La reconnaissance professionnelle qu'il n'avait jamais osé espérer se mêlait à une certaine appréhension. Ses dessins personnels étaient comme un journal intime visuel, révélant sa façon de voir le monde. Le soir même, lors du dîner hebdomadaire chez les Laurent, Lucas était particulièrement excité. « Maman dit que tes dessins vont être dans un musée », s'exclama-t-il. « Est-ce que tu vas dessiner mon portrait aussi ?» Élise, qui découpait la viande dans l'assiette de son fils, sourit. « Lucas, laisse Léo respirer. Ce n'est pas si simple. »« En fait, » intervint Léo, « j'ai déjà fait son portrait. » Il sortit de sa sacoche un croquis qu'il avait réalisé en secret. Lucas, assis dans le jardin, concentré sur ses devoirs, un rayon de soleil jouant dans ses cheveux. L'enfant saisit le dessin avec émerveillement. « Maman, regarde, on dirait vraiment moi. » Élise se pencha pour examiner le croquis, et Léo vit ses yeux s'embuer légèrement. Le dessin capturait non seulement la ressemblance physique de Lucas, mais aussi cette innocence précieuse qui le caractérisait. Plus tard, après que Lucas fut monté se coucher, ils s'installèrent dans le salon. Le feu dans la cheminée créait une atmosphère chaleureuse, presque intime. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous aviez montré mon carnet au musée ?» demanda doucement Léo. Élise, qui contemplait les flammes, mit un moment à répondre. « J'avais peur que vous refusiez. Vos dessins, ils méritent d'être vus, Léo. Ils racontent une histoire que peu de gens savent voir. » « Quelle histoire ? Celle d'un homme qui voit la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire, qui transforme le quotidien en quelque chose de magique. » Elle se tourna vers lui, la lueur du feu dansant sur son visage. « Comme vous l'avez fait avec nos vies. » Le cœur de Léo manqua un battement. C'était la première fois qu'Élise faisait une allusion aussi directe à l'impact qu'il avait eu sur eux. « Je peux voir le carnet ?» demanda-t-elle soudain. Il le lui tendit, et elle commença à le feuilleter lentement. Ses doigts s'arrêtèrent sur une page qu'il avait espéré qu'elle ne verrait pas, un portrait d'elle, réalisé lors d'une réunion. Il l'avait dessiné absorbé dans ses pensées, et le croquis capturait cette vulnérabilité qu'elle cachait si bien au monde. « C'est comme ça que vous me voyez ?» murmura-t-elle. « C'est comme ça que vous êtes, quand vous pensez que personne ne regarde. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, toutes les barrières qu'ils avaient soigneusement maintenues semblèrent s'effondrer. Élise tendit la main, effleurant doucement la joue de Léo. « J'ai peur », avoua-t-elle dans un souffle. « De quoi ? De tout ce que je ressens, de tout ce que cela pourrait signifier. Pour Lucas, pour l'entreprise, pour nous », compléta-t-il doucement. Elle hocha la tête, retirant sa main mais restant proche. « Ce n'est pas aussi simple que dans vos dessins, Léo. La réalité est plus compliquée ?» Il sourit tristement. « Je sais, mais parfois, la simplicité d'un trait de crayon peut dire plus de vérité que tous les discours du monde. » Le silence qui suivit était rempli de non-dits, de possibilités et de craintes. Au-dessus de la cheminée, la photo de Thomas Laurent semblait les observer, témoin silencieux de ce moment de vulnérabilité partagée. Le vernissage de l'exposition approchait, et avec lui, une nervosité croissante s'emparait de Léo. Ses dessins, témoins silencieux de son regard sur Toulouse et ses habitants, allaient être exposés aux yeux de tous. Le musée des Augustins avait décidé de consacrer une salle entière à son travail, mêlant ses croquis du vieux Toulouse au plan du nouveau centre de recherche. Un après-midi, alors qu'il supervisait l'accrochage de ses œuvres, une voix familière le fit sursauter. Papa aurait adoré ça. Lucas se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant la main d'Élise. Il n'était pas censé être là, l'exposition n'ouvrait que dans 2 jours, mais visiblement, être la CEO de Laurent Industries avait ses privilèges. « Tu crois ?» demanda doucement Léo, s'accroupissant à la hauteur du garçon. « Oui, il disait toujours que l'architecture, c'est comme de la poésie en 3 dimensions. » Lucas récita ces mots comme une leçon précieusement conservée. Il dessinait aussi, tu sais. Élise s'approcha, posant une main protectrice sur l'épaule de son fils. « Thomas
avait un carnet similaire au vôtre, expliqua-t-elle. Il croquait la ville pendant ses pauses déjeuner. Cette révélation créa un moment de flottement. Léo regarda Élise, cherchant dans ses yeux un signe de malaise, mais il n'y trouva qu'une douce mélancolie. « Je peux vous le montrer », proposa Lucas avec enthousiasme. « Il est dans le bureau de maman. » Plus tard, ce soir-là, après que Lucas eut insisté pour qu'ils dînent tous ensemble, ils se retrouvèrent dans le bureau de Thomas. La pièce, préservée comme un sanctuaire, respirait une élégance masculine. Des photos de famille ornaient les murs, témoignant d'une vie heureuse brutalement interrompue. Lucas sortit le carnet d'un tiroir avec une délicatesse touchante. Les pages, jaunies par le temps, révélaient un talent certain et un amour profond pour Toulouse. Léo tournait les pages avec respect, conscient du privilège qui lui était accordé. « C'est étrange », murmura Élise, qui s'était approchée. « Vous avez la même façon de capturer l'essence des lieux. Je comprends mieux pourquoi le projet du centre de recherche vous tient tant à cœur, » répondit Léo. « C'était son rêve aussi, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. Thomas parlait toujours de créer quelque chose qui transcenderait le simple aspect fonctionnel, un bâtiment qui raconterait une histoire. Lucas, qui feuilletait un autre carnet, leva soudain les yeux. « Regarde, maman, papa avait dessiné ton portrait comme Léo. » Les deux adultes se penchèrent sur le dessin. La ressemblance était frappante, non pas tant dans le style que dans l'émotion capturée. Comme Léo, Thomas avait su voir au-delà du masque professionnel d'Élise. « Il vous aurait apprécié, » dit-elle doucement à Léo. « Votre intégrité, votre passion. Il aurait compris pourquoi. » Elle s'interrompit, mais ses yeux parlaient pour elle. Lucas, avec cette intuition propre aux enfants, prit leurs mains dans les siennes. « Papa disait toujours que l'amour, c'est comme l'architecture, » déclara-t-il solennellement. « Ça prend du temps à construire, mais quand c'est bien fait, ça dure toujours. » Élise étouffa un sanglot rire, attirant son fils dans ses bras. Léo les observait, ému par cette sagesse enfantine qui venait de briser une barrière invisible. Dans ce bureau empli des souvenirs de Thomas, quelque chose de nouveau prenait forme, non pas pour remplacer le passé, mais pour construire sur ses fondations. « Il a raison, vous savez, » dit finalement Léo. « Certaines choses méritent le temps qu'on leur consacre. » Élise le regarda longuement, puis sourit à travers ses larmes. « Oui, elle le mérite. » Cette soirée marqua un tournant. Le fantôme de Thomas n'était plus une ombre menaçante planant sur leur relation naissante, mais un témoin bienveillant de cette nouvelle histoire qui s'écrivait. Dans son carnet, Léo avait souvent dessiné des ponts entre les quartiers, entre les époques. Ce soir-là, il comprit qu'il était lui-même devenu un pont, reliant passé et présent, douleur et espoir, solitude et amour. Le soir du vernissage arriva, transformant le musée des Augustins en une ruche bourdonnante d'activités. L'élite toulousaine se pressait dans les salles voûtées, coupe de champagne à la main. Les croquis de Léo, élégamment encadrés, semblaient prendre vie sous l'éclairage soigneusement étudié. Léo, vêtu d'un costume que le tailleur d'Élise avait confectionné pour l'occasion, se tenait légèrement en retrait, observant les réactions des visiteurs. C'était étrange de voir ses dessins intimes ainsi exposés, comme des fragments de son âme offerts au regard public. « Monsieur Morel !» Une journaliste de la Dépêche du Midi s'approcha, carnet en main. « Vos dessins racontent une histoire fascinante de Toulouse. Comment êtes-vous passé de livreur à architecte consultant pour Laurent Industries ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une voix familière intervint. « Par le talent et le courage. » Élise venait d'apparaître à ses côtés, resplendissante dans une robe de soirée bleu nuit. Lucas, élégant dans son petit costume, se tenait près d'elle. « Madame Laurent !» La journaliste changea immédiatement de focus. « Est-ce vrai que Monsieur Morel a sauvé votre fils ?»« C'est vrai, » répondit Lucas avec enthousiasme avant que sa mère ne puisse intervenir. « Il m'a protégé d'une voiture, comme un super-héros. » La journaliste sourit, charmée par la spontanéité de l'enfant. « Et maintenant, il dessine votre nouveau centre de recherche ?»« Il fait bien plus que ça, » répondit Élise. « Il nous aide à voir notre ville différemment. Regardez ce dessin, par exemple. » Elle conduisit la journaliste vers un grand croquis montrant la fusion entre l'architecture traditionnelle toulousaine et le design moderne du futur centre. Léo les suivit.
écoutant Élise parler de son travail avec une passion qui le touchait profondément. « Tu as dessiné ça aussi ?» demanda Lucas, tirant doucement sur sa manche et pointant vers un petit croquis dans un coin. C'était une esquisse rapide d'Élise et Lucas dans leur jardin, un moment de tendresse capturé sur le papier. Léo n'avait même pas réalisé que ce dessin avait été inclus dans l'exposition. « C'est l'un de mes préférés », murmura-t-il. La soirée avançait, et les invités circulaient entre les œuvres, commentant, admirant, questionnant. Philippe Mercier ne tarissait pas d'éloges sur la façon dont les dessins de Léo avaient influencé la conception du centre de recherche. Des architectes renommés venaient le féliciter, des cartes de visite étaient échangées. Vers la fin de la soirée, alors que la foule commençait à s'éclaircir, Léo trouva un moment de répit dans une alcôve tranquille. Lucas s'était endormi sur une banquette, sa tête reposant sur les genoux d'Élise qui lui caressait doucement les cheveux. « Fatigué ?» demanda-t-elle, quand Léo s'assit près d'eux. « Un peu surréaliste, admit-il. Tout ça, c'est comme un rêve. Un beau rêve, le plus beau. » Il regarda Lucas endormi, même si parfois j'ai peur de me réveiller. Élise prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Ce n'est pas un rêve, Léo, c'est réel. Nous sommes réels. » Un groupe de retardataires passa près d'eux, et Léo sentit Élise se tendre légèrement, mais elle ne lâcha pas sa main. C'était un petit geste, mais il signifiait beaucoup. Pour la première fois, elle n'essayait pas de cacher ce qui se développait entre eux. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-elle soudain, utilisant pour la première fois le tutoiement. Elle sortit de son sac un petit carnet. « J'ai commencé à dessiner aussi. » Léo ouvrit le carnet avec précaution. Les dessins étaient maladroits, mais touchants. Des croquis de Lucas, quelques tentatives de capture du jardin et... lui. Elle l'avait dessiné plusieurs fois, concentrée sur son travail, riant avec Lucas, perdue dans ses pensées. « Je ne suis pas très douée, » s'excusa-t-elle. « Tu es parfaite, » répondit-il doucement. « Ces dessins sont parfaits parce qu'ils sont sincères. » Lucas remua dans son sommeil, murmurant quelque chose d'incompréhensible. Élise rajusta tendrement sa veste sur ses épaules. « Il t'aime beaucoup, tu sais, » dit-elle. « Ce matin, il m'a demandé si tu pourrais venir habiter avec nous. » Le cœur de Léo manqua un battement. « Et qu'as-tu répondu ? Que certaines choses prennent du temps. » Elle le regarda dans les yeux. « Mais que parfois, le temps nous donne exactement ce dont nous avons besoin. » Dans le musée presque désert, entourés par les dessins qui racontèrent leur histoire, ils restèrent ainsi, main dans la main, le petit Lucas endormi entre eux, comme une famille qui se découvrait peu à peu. Les semaines qui suivirent le vernissage apportèrent des changements subtils mais profonds dans la vie de Léo. Son petit studio de Saint-Cyprien lui semblait de plus en plus vide, surtout les soirs où il ne dînait pas chez les Laurent. Le succès de l'exposition avait propulsé sa carrière. Plusieurs cabinets d'architecture prestigieux lui avaient proposé des collaborations, mais son cœur restait attaché au projet du centre de recherche. Un samedi matin, alors qu'il travaillait sur les derniers détails du bâtiment, son téléphone vibra. Un message d'Élise. « Lucas insiste pour faire un pique-nique au jardin des plantes. Il dit que c'est le temps idéal pour dessiner en plein air. Tu nous rejoins ?» Le parc était paisible, baigné dans la lumière dorée d'octobre. Lucas avait étalé une grande couverture sous un platane centenaire et disposait déjà son matériel de dessin avec un sérieux touchant. « J'ai pris les mêmes crayons que toi », annonça-t-il fièrement quand Léo s'assit près d'eux. Élise, détendue dans une tenue décontractée, sortait des sandwichs et une bouteille de citronnade d'un panier en osier. Elle semblait différente ici, loin des bureaux de Laurent Industries, comme si elle laissait tomber un masque. « Lucas m'a réveillé à 7 heures ce matin pour être sûr qu'on ne rate pas la bonne lumière, » dit-elle en riant. « Il prend son rôle d'artiste très au sérieux. »« La lumière est importante, » affirma Lucas avec conviction, concentré sur son dessin. « Léo me l'a expliqué. » Ils passèrent la matinée à dessiner ensemble. Léo montrait à Lucas comment capturer les ombres des arbres, pendant qu'Élise tentait de reproduire la fontaine baroque du jardin. L'atmosphère était légère, remplie de rires et de petites taquineries sur leurs talents respectifs. « Maman dessine mieux quand elle ne réfléchit pas trop », observa Lucas avec cette franchise enfantine qui faisait souvent mouche. «
Comme dans beaucoup de choses, ajouta doucement Léo, échangeant un regard complice avec Élise. Vers midi, alors que Lucas était parti nourrir les canards avec du pain que le gardien leur avait donné, Élise se rapprocha de Léo. « J'ai reçu une proposition pour étendre Laurent Industries à l'international, dit-elle. Un nouveau siège à Singapour. » Le cœur de Léo se serra. « Tu vas partir ?» Elle secoua la tête. « J'ai refusé. Ma vie est ici, à Toulouse. Notre vie. » Elle prit sa main. « Je ne veux plus fuir ce qui me fait peur, ou ce qui me rend heureuse. » « Et qu'est-ce qui te rend heureuse ?» demanda-t-il, le cœur battant. « Ça !» répondit-elle en désignant leur petit groupe improvisé. « Ces moments simples. Lucas qui s'épanouit. Toi qui nous apprends à voir le monde différemment. Nous. » Lucas revint en courant, brandissant un dessin des canards. « Regardez, j'ai essayé de faire comme Léo avec les reflets dans l'eau. C'est magnifique, mon cœur, » dit Élise en l'attirant contre elle. Puis, après un moment d'hésitation, « Que dirais-tu si Léo venait plus souvent à la maison ?» Le visage de Lucas s'illumina. « Comme tous les jours, peut-être, » répondit-elle en regardant Léo. « Si c'est ce qu'il veut aussi. » Léo sentit son cœur s'emballer. « Tu es sûr ?»« Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose, » répondit-elle. « Nous avons assez attendu, assez douté. La vie nous a donné une seconde chance de construire quelque chose de beau, comme ton centre de recherche. Des fondations solides pour créer quelque chose qui dure. » Lucas les regardait tour à tour, son dessin oublié dans ses mains. « Ça veut dire que Léo va habiter avec nous ?»« Si tu es d'accord, » dit Léo, ému par l'espoir dans les yeux du garçon. Pour toute réponse, Lucas se jeta dans ses bras, manquant de renverser la citronnade. Élise riait à travers ses larmes. Et bientôt, ils se retrouvèrent tous les trois enlacés sur la couverture de pique-nique, indifférents aux regards attendris des promeneurs. Dans son carnet ouvert, le croquis inachevé de Léo montrait 3 silhouettes assises sous un grand arbre, leurs contours se fondant harmonieusement dans le paysage, comme s'ils avaient toujours été destinés à former ce tableau. Le déménagement de Léo se fit progressivement, comme une douce marée montante. Chaque jour, quelques livres, quelques dessins, quelques souvenirs trouvaient de leur place dans la grande maison des Laurent. Lucas avait insisté pour l'aider à organiser son nouvel espace de travail dans l'ancien atelier de Thomas, une décision qui avait ému Élise aux larmes. « Papa aurait voulu que ce soit ton atelier maintenant », avait déclaré Lucas avec une sagesse touchante. Il disait toujours que les beaux endroits doivent être habités par de belles âmes. Un matin de novembre, alors que le chantier du centre de recherche progressait rapidement, Léo emmena Lucas et Élise visiter le site. Le petit garçon, équipé d'un casque de sécurité miniature, regardait avec émerveillement les murs qui s'élevaient vers le ciel. « C'est encore plus beau que sur tes dessins !» s'exclama-t-il, serrant la main de sa mère. Élise observait la structure avec un mélange de fierté professionnelle et d'émotion personnelle. Les briques roses, traditionnelles, se mariaient harmonieusement avec les lignes modernes, créant exactement le dialogue entre passé et présent que Léo avait imaginé. « C'est comme notre famille », dit soudain Lucas. « Un mélange de vieux et de nouveau qui fait quelque chose de spécial. » Léo et Élise échangèrent un regard ému. La perspicacité de Lucas ne cessait de les surprendre. Plus tard, ce jour-là, après avoir couché Lucas, ils s'installèrent dans le salon. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, créant une atmosphère intime qu'ils avaient appris à chérir. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Élise en sortant un dossier de son bureau. Le conseil d'administration a approuvé un nouveau projet. Elle étala des plans sur la table basse. C'était un projet de rénovation urbaine, visant à transformer un ancien quartier industriel en espace culturel et résidentiel. « Ils veulent que tu diriges l'équipe d'architecture », continua-t-elle. « Plus de consultants cette fois, un vrai poste de directeur créatif. » Léo examina les documents, stupéfait. « Mais mon diplôme, l'Université de Toulouse a examiné ton portfolio et ton travail sur le centre de recherche. Ils sont prêts à valider tes acquis professionnels. Tu pourrais avoir ton diplôme d'architecte en moins d'1 an tout en travaillant sur ce projet. » Il la regarda, bouleversé par ce qu'elle avait organisé en secret. « Tu as fait tout ça pour moi ?»« Non, » répondit-elle en prenant sa main. « Pour nous, pour notre famille, pour l'avenir que nous construisons ensemble. »
Elle se blottit contre lui, et ils restèrent un moment en silence, contemplant les plans étalés devant eux. C'était plus qu'un projet professionnel, c'était le symbole de leur nouvelle vie. « Tu sais, » dit Léo après un moment, « Lucas avait raison ce matin. Notre famille est comme ce centre de recherche. Nous prenons ce qui était beau dans le passé, nous l'honorons, et nous construisons quelque chose de nouveau dessus. Quelque chose qui respecte ce qui était tout en embrassant ce qui peut être. » Élise hocha la tête, émue. Thomas aurait aimé cette métaphore. Il croyait que l'architecture devait raconter des histoires. Et notre histoire ne fait que commencer, compléta Léo en l'embrassant tendrement. Au-dessus d'eux, ils entendirent les pas légers de Lucas qui, manifestement, n'arrivait pas à dormir. Bientôt, il apparut dans l'escalier, son carnet de dessins serré contre lui. « Je n'arrive pas à dormir, » annonça-t-il. « Je pense trop au bâtiment. J'ai envie de le dessiner. » Au lieu de le renvoyer au lit, Élise tapota le canapé entre eux. Lucas s'y glissa avec bonheur, ouvrant son carnet sur ses genoux. Ensemble, ils commencèrent à dessiner, ajoutant chacun leur touche au croquis du centre de recherche, transformant un simple dessin d'architecture en portrait de famille. L'hiver s'était installé sur Toulouse, enveloppant la ville d'une lumière cristalline que Léo aimait particulièrement dessiner. Le centre de recherche était presque terminé, sa silhouette élégante se découpant sur le ciel pâle de décembre. Dans quelques jours aurait lieu l'inauguration officielle, un événement que toute la ville attendait avec impatience. Ce matin-là, Lucas entra dans l'atelier de Léo, un air mystérieux sur le visage. « J'ai eu une idée pour le centre », annonça-t-il solennellement. « Mais c'est un secret. Tu promets de ne pas le dire à maman ?» Intrigué, Léo posa son crayon. « Je promets. » Lucas sortit de son cartable un dessin soigneusement plié. C'était un croquis maladroit mais touchant du hall d'entrée du centre, avec une modification. Sur l'un des murs, il avait dessiné 3 silhouettes stylisées. « C'est nous, » expliqua-t-il. « Toi, maman et moi. » Et là, il pointa un petit détail dans le coin. « C'est papa qui nous regarde et qui sourit. » Léo sentit sa gorge se serrer. « C'est une très belle idée, Lucas. Tu crois qu'on pourrait le faire? Comme une fresque, mais en tout petit, que seuls ceux qui savent peuvent voir. »« Je pense que c'est possible, » répondit Léo, déjà en train de réfléchir à la façon d'intégrer subtilement ce détail dans le design final. Les jours suivants furent consacrés aux derniers préparatifs. Élise, absorbée par l'organisation de l'inauguration, ne remarqua pas les petites réunions secrètes entre Léo et Lucas, ni leurs chuchotements complices. La veille de l'inauguration, alors qu'Élise était encore au bureau, Léo emmena Lucas au centre. Un artisan de confiance les attendait, et ensemble, ils créèrent la petite fresque, discrètement intégrée dans les motifs décoratifs du hall. Vue de loin, elle se fondait parfaitement dans le design général, mais de près, on pouvait distinguer les 4 silhouettes comme une signature cachée de leur famille. « C'est parfait !» murmura Lucas, les yeux brillants. Maintenant, le bâtiment a vraiment une âme. De retour à la maison, ils trouvèrent Élise endormie sur le canapé, entourée de documents. Léo la couvrit doucement d'un plaid pendant que Lucas montait se coucher. « Elle ouvrit les yeux à demi. « Où étiez-vous tous les deux ?»« Une petite mission secrète, » répondit Léo, en l'embrassant sur le front. « Tu verras demain. » Le lendemain matin, le hall du centre de recherche bourdonnait d'activités. Les invités affluaient. Personnalités politiques, journalistes, architectes renommés. Philippe Mercier ne tarissait pas d'éloges sur l'innovation du design, tandis que les photographes capturaient chaque détail du bâtiment. Élise, élégante dans son tailleur crème, s'apprêtait à prononcer son discours d'inauguration quand Lucas tira doucement sur sa manche. « Maman, viens voir quelque chose avant » chuchota-t-il. Il la conduisit vers le mur où se trouvait la fresque. Au début, elle ne vit rien de particulier, puis son regard s'arrêta sur les silhouettes. Ses yeux s'emplirent de larmes quand elle reconnut ce qu'elles représentaient. « C'était l'idée de Lucas », expliqua doucement Léo. « Il voulait que notre famille fasse partie de l'âme du bâtiment. » Élise s'agenouilla pour serrer son fils dans ses bras, puis attira Léo dans leur étreinte. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, indifférents à l'agitation autour d'eux, unis dans ce petit secret partagé. « Maintenant, » dit Lucas en essuyant les yeux de sa mère,
Tu peux faire ton discours. Le bâtiment est vraiment complet. Élise monta sur l'estrade, son émotion à peine contenue. Son discours, préparé depuis des semaines, fut différent de ce qu'elle avait prévu. Elle parla de vision, d'amour, de famille et de la façon dont l'architecture pouvait créer des ponts entre les cœurs comme entre les époques. Dans l'assemblée, Léo et Lucas échangèrent un regard complice. Leur petit secret était là, inscrit dans la pierre, témoin silencieux de leur histoire extraordinaire. Le succès du centre de recherche dépassait toutes les attentes. Les revues d'architecture du monde entier saluaient l'harmonie unique entre tradition et modernité, faisant de Léo une étoile montante du secteur. Mais ce soir-là, assis dans le jardin des Laurents par une douce soirée de printemps, ses pensées étaient ailleurs. Lucas, allongé sur une couverture, dessinait avec application. Depuis quelques semaines, il travaillait sur un projet mystérieux qu'il refusait de montrer avant qu'il ne soit terminé. Élise, levée contre Léo dans une chaise longue, feuilletait distraitement un magazine d'architecture où figurait leur famille. « C'est étrange, dit-elle en montrant l'article. Ils nous décrivent comme « la famille qui redessine Toulouse », comme si notre histoire personnelle et professionnelle ne faisait qu'une. N'est-ce pas le cas ? Répondit Léo en jouant avec une mèche de ses cheveux. Chaque ligne que nous dessinons raconte notre histoire. Lucas leva soudain la tête de son carnet. « J'ai fini », annonça-t-il triomphalement. Il se leva et vint leur montrer son dessin. C'était une représentation touchante de leur maison, mais avec des modifications imaginatives. Un atelier plus grand pour Léo, une serre pour les plantes d'Élise et une cabane dans l'arbre pour lui-même. « C'est notre maison dans le futur », expliqua-t-il, « quand on sera encore plus une famille. » Élise et Léo échangèrent un regard ému. Depuis quelques semaines, ils avaient entamé des discussions discrètes avec un avocat pour que Léo puisse officiellement adopter Lucas. « C'est un très beau dessin, mon cœur », dit Élise en attirant son fils contre elle. « Tu as vraiment le don de voir l'avenir. »« Comme papa », répondit Lucas avec un sourire serein. Il voyait toujours les belles choses avant qu'elles n'arrivent. Léo sentit Élise se raidir légèrement à cette mention de Thomas, mais c'était différent maintenant. La douleur s'était transformée en une douce nostalgie, un souvenir précieux qui avait sa place dans leur présent. « D'ailleurs, » continua Lucas en sortant quelque chose de son cartable, « j'ai retrouvé ça dans le bureau de papa. C'était une vieille enveloppe, jaunie par le temps. À l'intérieur, une lettre et un dessin. Une esquisse de la maison, similaire à celle que Lucas venait de faire, avec des projets d'agrandissement jamais réalisés. Thomas avait les mêmes rêves, murmura Élise, les yeux brillants. Il voulait que cette maison grandisse avec notre famille. Léo prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Nous pourrions le faire, tu sais, réaliser ses plans, les adapter à notre façon, comme un pont entre son rêve et le nôtre. Lucas les regardait avec espoir. « Alors ma cabane dans l'arbre, on commencera par ça, » promit Léo en riant. « Mais d'abord, il faut que je termine mes études d'architecture. Plus que 3 mois, » rappela Élise avec fierté. « Et ensuite, nous dessinerons notre avenir, » compléta Léo. Ensemble. La nuit tombait doucement sur le jardin, les étoiles apparaissant une à une dans le ciel toulousain. Lucas s'était blotti entre eux, son carnet de dessins serré contre lui. Dans la pénombre, les contours de leur famille se dessinaient avec une clarté nouvelle, comme un croquis parfait né de l'amour, du temps et de la patience. « Tu sais ce qui serait bien ?» dit soudain Lucas d'une voix endormie. « Un petit frère ou une petite sœur à dessiner aussi. » Élise et Léo échangèrent un regard surpris, puis éclatèrent de rire. Leur petit architecte en herbe ne cessait décidément jamais de dessiner l'avenir. 1 an avait passé depuis cette soirée dans le jardin. Le printemps paraît à nouveau Toulouse de ses couleurs tendres, et la ville semblait plus belle que jamais aux yeux de Léo. Debout devant le miroir, il ajustait sa cravate avec des mains légèrement tremblantes. « Laisse-moi faire », dit Lucas en s'approchant, déjà élégant dans son costume. « Ma maman m'a appris comment faire le nœud parfait. » Léo sourit, ému par ce petit moment de complicité. Cette journée était spéciale à plus d'un titre. Il recevait officiellement son diplôme d'architecte et juste après la cérémonie, ils devaient se rendre au tribunal pour finaliser l'adoption de Lucas. « Tu es nerveux ?» demanda le garçon en terminant le nœud avec application. « Un peu »,
admit Léo, mais c'est une bonne nervosité. Comme quand tu as sauvé ma vie? Non, ce jour-là, je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. Et ça a changé toute notre vie, conclut Lucas avec sagesse. Dans l'encadrement de la porte, Élise les observait, radieuse dans sa robe bleu ciel. Son ventre, encore à peine visible, abritait leur petit secret. Dans 6 mois, Lucas aurait une petite sœur. « Mes 2 architectes préférés sont prêts ?» demanda-t-elle en s'approchant. La cérémonie de remise des diplômes se déroula dans le grand amphithéâtre de l'université. Quand Léo monta sur scène pour recevoir son diplôme, les applaudissements les plus enthousiastes venaient du premier rang, où Lucas agitait fièrement une pancarte qu'il avait dessinée « Bravo papa !» C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi en public, et Léo dut faire un effort pour contenir son émotion. À côté de Lucas, Élise essuyait discrètement une larme. Plus tard, dans le bureau du juge, l'atmosphère était solennelle, mais chaleureuse. Lucas tenait fermement les mains de ses 2 parents pendant que le juge lisait les documents officiels. Quand il prononça enfin les mots qui faisaient de Léo le père légal de Lucas, le garçon se jeta dans ses bras. « Maintenant, c'est officiel, » murmura-t-il. « Mais tu sais, dans mon cœur, ça l'était déjà depuis longtemps. » Pour célébrer ce double événement, ils avaient organisé une petite réception dans le jardin de leur maison. Les travaux d'agrandissement étaient presque terminés, suivant le mélange parfait des plans originaux de Thomas et des ajouts de leur nouvelle famille. La cabane dans l'arbre de Lucas dominait le jardin, première étape de leur projet commun. Philippe Mercier était là, ainsi que Marion Dubois et plusieurs collègues de Laurent Industries. Même le vieux chauffeur qui avait connu Thomas était venu, ému de voir la famille s'épanouir ainsi. En fin de soirée, alors que les invités commençaient à partir, Lucas les entraîna vers son atelier, un petit espace que Léo avait aménagé pour lui près du sien. Il en sortit un grand dessin encadré. « C'est mon cadeau », annonça-t-il. « Pour nous tous. » Le dessin représentait leur famille devant leur maison rénovée. Mais ce qui était remarquable, c'était la façon dont Lucas avait intégré subtilement l'ombre de Thomas dans la composition, comme un gardien bienveillant veillant sur leur bonheur. « C'est notre histoire », expliqua-t-il. « Comment un héros inattendu a sauvé un petit garçon et comment l'amour a redessiné notre vie. » Élise serra son fils contre elle, tandis que Léo les enveloppait tous les 2 dans ses bras. Au-dessus d'eux, les étoiles commençaient à briller dans le ciel toulousain, témoins silencieux de cette famille qui avait su transformer un acte de courage en une histoire d'amour extraordinaire. « Tu sais, » dit doucement Léo, « les plus beaux bâtiments ne sont pas ceux qui impressionnent au premier regard, mais ceux qui racontent une histoire. Notre histoire. » Lucas posa une main sur le ventre légèrement arrondi de sa mère. « Et l'histoire continue, » dit-il avec un sourire radieux. Dans le jardin paisible, sous le ciel étoilé de Toulouse, leur famille était comme une de ces œuvres architecturales parfaites, un mélange harmonieux de passé et de présent, de souvenirs précieux et de rêves nouveaux, un chef-d'œuvre d'amour construit pierre par pierre, dessin après dessin, jour après jour.